Bien, alors cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu de Montvallon, qui est responsable France pour ServiceNow. Mathieu de Montvallon, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, c'est la tradition pour cette interview de la semaine. L'idée, c'est de nous dire ce qui a retenu votre attention, quel est l'élément d'actualité. Alors ça peut être un élément très ponctuel ou plutôt une tendance qui a retenu votre attention et que vous voudriez expliquer à nos lecteurs. Alors effectivement, ce qui a attiré mon attention, c'est peut-être davantage une tendance qu'un fait bien précis. C'est un certain nombre d'annonces autour de l'intelligence artificielle. J'ai lu par exemple récemment qu'un centre de cancérologie à New York a décidé de recruter un jeune spécialiste en diagnostic médical d'un genre tout à fait nouveau, puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle. Donc c'est la première fois qu'on voit ça en lieu et place d'un traditionnel spécialiste. Donc ce qui apparaît comme nouveau, c'est effectivement l'accroissement du nombre d'annonces autour d'un sujet qui finalement lui-même n'est pas nouveau. Le machine learning, ça existe depuis très longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'on connaît ces technologies. Et pourquoi maintenant on voit apparaître tout un tas d'annonces autour des applications du machine learning? C'est plutôt les applications qui apparaissent aujourd'hui. Alors que l'exploration de données ou le data mining, ça fait très longtemps que les techniques d'apprentissage, c'est leur quotidien, ils maîtrisent ça parfaitement. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme si l'arrivée du big data, enfin, avec l'induction très forte de l'IoT à l'intérieur, de l'Internet des objets, cette arrivée du big data offre finalement, d'une part, ses lettres de noblesse au data mining, et d'autre part, apporte un champ d'application qui n'existait pas auparavant. Comme si un petit peu... on avait déjà le cerveau qui était très brillant, opérationnel, très puissant, mais que ce cerveau ne disposait pas de l'enveloppe corporelle autour qui lui permet d'être efficace puis d'opérer, parce que c'est quand même son premier terrain de jeu. Donc très concrètement, ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ça qui me paraît un virage intéressant dans l'intelligence artificielle, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'application du machine learning à des logiciels d'entreprise. Là où auparavant, c'était... cantonné à des solutions spécifiques sur des marchés de niche, pour des spécialistes, pour régler des problématiques. Pour jouer au Go, pour jouer aux échecs, pour faire de la reconnaissance d'image. Parfois un peu plus professionnel que ça, mais c'était quand même très verticalisé. Bon, ça montrait la puissance de la technologie. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la reconnaissance d'image, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est imbattable. Et maintenant, pratiquement sur tous les jeux, elle est abattue. Mais c'était toujours sur des secteurs qui étaient extrêmement ciblés. Et là, maintenant, on arrive à des champs d'application qui sont beaucoup plus larges. C'est un peu une des nouveautés. C'est ça. Mais du coup, ça a permis de faire ses preuves, de s'améliorer d'année en année et d'avoir une techno qui est complètement mature aujourd'hui et qui vient petit à petit s'intégrer dans notre quotidien. C'est ça la nouveauté. C'est un peu la mise à disposition au plus grand nombre de ce savoir-faire, enfin ce savoir-penser plutôt, pour que tout un chacun puisse bénéficier de ce machine learning dans son travail quotidien. D'accord. Alors vraisemblablement, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on va parler de ServiceNow, il est probable que vous-même vous utilisiez ces technologies de machine learning et d'intelligence artificielle dans vos propres logiciels. Donc on va passer maintenant à ServiceNow qu'on ne présente plus, hein, créé en 2004, près d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. 4500 salariés ou peut-être 5000 puisque ça évolue tous les jours je suppose et donc Gartner vous présente comme le leader de l'ITSM, donc IT Service Management, assez loin d'ailleurs devant BMC. Donc ça c'est le cadre général et il se trouve que récemment, donc dans votre actualité à vous, il y a eu une réorganisation assez profonde qui vous a entraîné à constituer des business uniques orientés métiers. Donc il y en a une évidemment qui est sur l'IT, mais il y en a sur les fonctions de l'entreprise. Il y en a une sur le RH, il y en a une sur le Customer Services, et avec comme objectif d'atteindre, alors il y a toujours un objectif financier, d'atteindre les 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. Alors ça c'est, je dirais, description générale. Est-ce que maintenant vous pourriez nous dire finalement qu'est-ce que ça va changer, à la fois pour vos clients, parce que c'est quand même important, cette spécialisation, et en termes de produits, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a un socle de base sur lequel on enfiche des applications spécialisées, ou est-ce que c'est une approche un peu différente que vous avez retenue pour ça? Alors, il y a effectivement un socle de base qui est la plateforme. ServiceNow, avant d'être effectivement un éditeur d'ITSM, c'est avant tout une plateforme. Ça a été créé comme tel, une plateforme dans le SaaS. Cette plateforme, dès le départ, elle est censée pouvoir adresser n'importe quel type de processus métier.
Historiquement, c'est vrai qu'on a commencé par des processus plutôt IT, donc ITSM, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait autre chose. Et ce qui s'est passé l'année dernière, c'est effectivement une réorganisation pour être capable de dire, c'est pas tout de vouloir adresser les métiers, il faut pouvoir se préparer à avoir des R&D spécifiques, du marketing spécifique, des équipes de vente spécifiques, donc être vraiment en train de se spécialiser métier par métier sur la vente d'applications, mais qui repose toujours sur le même socle, sur la même plateforme qui est la même depuis le premier jour. Donc finalement, ce qui voudrait dire que cette nouvelle organisation, elle était quasiment dans les gènes de l'entreprise, telle que vous l'avez décrit. C'est-à-dire qu'il y avait bref cette volonté de gérer des processus, mais quels qu'ils soient. Vous êtes lancé dans l'IT d'abord, mais il y en a bien d'autres et vous venez de les mentionner. C'est exactement ça. C'est comme si elle était prévue dès le départ, cette réorganisation. C'est juste un fait dans notre croissance lié à notre maturité, mais dès le départ, on ne voulait pas faire que d'ITSM, on voulait adresser tous les processus. Parce que l'idée de départ de ServiceNow, c'est de pouvoir être vraiment transverse dans l'entreprise, être vraiment cette épine dorsale. Donc on savait qu'à un moment donné, on allait devoir s'organiser de cette façon-là. D'accord, on aurait pu le deviner nous-mêmes, mais bon, donc c'est ce que vous avez fait. Alors pour ce qui concerne l'IT, bon, là il n'y a pas de problème puisque vous êtes né dedans, si je puis dire. Maintenant, pour ce qui concerne le reste, les RH, le Customer Services, etc., là ça nécessite des compétences métiers, si je puis dire. Donc est-ce qu'en termes d'organisation, ça veut dire que vous allez recruter des gens qui vont être des spécialistes de ces questions, ou est-ce que c'est une manière différente d'appréhender les choses que vous avez retenues? Alors, tout d'abord, je précise que quand on parle de RH, on n'a pas la prétention de vouloir remplacer des systèmes core RH. Ce n'est pas du tout notre cible. Quand on parle chez nous de RH, c'est ce qui se passe entre les employés et les RH. Finalement, cette relation qui a été un peu mise de côté au fil des années, on a très bien outillé les métiers des RH, mais les employés, on ne leur permet pas de s'adresser correctement aux RH. Donc nous, ce qu'on propose de faire quand on parle de RH, c'est ce qui se passe entre les deux, c'est la fameuse intermédiation de services. Donc lorsqu'on fait ça, finalement, on reproduit tout un tas de mécanismes qu'on connaît et qu'on a rodés avec le temps sur d'autres sujets, notamment l'IT. Donc faire du service management pour les RH, c'est finalement pas si éloigné que ça du service management pour l'IT, pour le marketing, pour les ventes. Mais est-ce que ça nécessite quand même une certaine connaissance des RH ou pas? Effectivement, vous avez raison, ça nécessite une connaissance du métier des RH puisque c'est à eux qu'on s'adresse. Et c'est pour ça qu'on a fait venir à bord un certain nombre de personnes issues ou de nos clients, ou du marché des RH pour effectivement, et c'est ça le sens de cette réorganisation, c'est d'avoir des R&D vraiment métiers au lieu d'avoir une R&D uniquement technique plateforme. Alors donc si on les liste les 5, puisque c'est quand même intéressant, donc il y a l'IT, les RH, les Customer Service, donc le service client, et puis il y en a la sécurité. La sécurité, donc c'est un domaine dont on parle régulièrement. Beaucoup. Et puis le dernier qui est finalement la première raison d'être de ServiceNow, c'est la plateforme elle-même. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de clients qui souscrivent à ServiceNow, non pas pour telle ou telle application prête sur étagère, mais pour faire eux-mêmes leurs applications, adresser eux-mêmes leurs processus qui n'ont pas été pensés par avance par nous, donc qui n'existent pas sur étagère. Et est-ce que ça veut dire que précisément, donc c'est des clients, mais est-ce que ça peut être des partenaires aussi qui utilisent votre plateforme pour développer des espèces de, je ne sais pas comment vous les appelez, mais des applications spécifiques? Est-ce que ça veut dire que, je pense à Anaplan, une démarche un peu similaire, c'est-à-dire qu'ils ont un socle de base et puis ils ont des modules qui sont spécialisés par fonction. Et ces modules, ils peuvent être après standardisés et finalement proposés également aux clients. Est-ce que vous avez une démarche un peu similaire? C'est exactement ça. Puisque au départ, l'idée c'était cette plateforme, qu'ensuite dans un second temps on a amené des applications, on a aussi permis aux clients de se faire eux-mêmes leurs propres applications. Du coup, le résultat, c'est que les partenaires sont venus dans cet écosystème pour créer leurs applications et les mettre sur notre place de marché. Donc, on a un store, un peu comme l'App Store. Donc, c'est un véritable écosystème que vous êtes en train de mettre en place. Exactement. D'accord. Et donc, ça veut dire que donc c'est 5 business units pour l'instant, mais a priori, ça peut être amené à se développer, avec des points forts sur certains et peut-être vous êtes un peu en retrait sur d'autres. Enfin, je suppose qu'on ne peut pas être au même niveau partout. On ne peut pas être au même niveau partout. Donc, quels sont les domaines que vous allez viser en priorité? Aujourd'hui, il y a deux domaines qui sont très porteurs sur cette démarche de service management en entreprise. C'est les RH et le service client. On a sorti récemment une étude, comme on fait un petit peu chaque année, dans laquelle on interroge tout un tas de dirigeants, et qui de cette étude remonte le fait que l'automatisation, on sait qu'on doit y aller, tout le monde y va le plus vite possible, et tous les métiers ne sont pas équivalents en termes d'automatisation.
Et notamment, il y a deux métiers qui sont les RH et le service client, qui sont les parents pauvres de l'automatisation. Donc aujourd'hui, c'est là où il y a une très forte traction de cette démarche de service management, c'est les RH pour, encore une fois, mettre en relation les employés et les RH, et d'autre part, le service client pour aller au-delà de ce qu'ont fait les éditeurs traditionnels de CRM qui adressent ce sujet-là, enfin qui adressaient jusqu'à présent seul ce sujet-là, se focaliser uniquement sur l'engagement du client. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire d'amener de l'automatisation pour faire en sorte que le client, non seulement on lui réponde très très vite, mais ensuite on adresse réellement son problème très très vite, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc c'est les deux pôles qui amènent le plus de traction, donc le customer service et les RH. D'accord. Il se trouve qu'à Knowledge 2017, qui s'est passé récemment à Orlando, vous avez annoncé votre nouvelle version de votre solution qui s'appelle Jakarta. La précédente était Istanbul, donc on pourrait subodorer ce que sera la prochaine. Elle commencera vraisemblablement avec un K. Est-ce que sans rentrer dans le détail de cette nouvelle version, vous pourriez nous donner quelques clés de compréhension et mettre en avant ce qui vous paraît important? Vous avez en particulier fait allusion au cloud management, donc est-ce que c'est un point qui vous paraît saillant de cette nouvelle version? Alors en fait, à chaque nouvelle version, on choisit des typologies de nouvelles versions. Un petit peu comme vous avez les iPhones qui, un coup, sont plutôt une amélioration de la version précédente et un coup plus novateur. Là, ce coup-ci, cette version... C'est un peu chez Intel, le tic et le toc. C'est ça, c'est un peu ça. Là, cette version de Jakarta adressait trois choses différentes. Premièrement, un sujet qui est interface utilisateur au sens large. Là, c'est le responsive design, c'est ça que vous avez? Notamment, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets autour de l'interface utilisateur où très clairement, on s'est un petit peu assis sur nos lauriers sur ce sujet-là. Et à force de dire qu'on était à la pointe de l'innovation, eh ben, ce n'est plus vraiment le cas. Donc on a voulu remettre un peu au goût du jour tout un tas d'interfaces utilisateurs. C'est vrai qu'il faut reconnaître que les logiciels d'entreprise, en général, ils ont une interface utilisateur qui est assez moyenne. C'est ce qui se fait de mieux. Voilà. Donc il y a eu un petit peu une grosse avancée là-dessus dans plusieurs domaines. Il y a un autre sujet qui est apporter des nouvelles fonctionnalités qu'on ne traitait pas jusqu'à présent. C'est notamment le cas du cloud management. Non pas qu'on ne le faisait pas, mais qu'on ne le faisait pas suffisamment. Et puis le troisième sujet, c'est l'intelligence artificielle avec l'arrivée du machine learning. Alors, bon, précisément, c'est vous qui faites la transition. Vous n'êtes pas arrivé, je dirais, comme ça, de but en blanc sur le sujet. Comme vous dites, c'est une tendance dont on parle depuis longtemps. Et il se trouve que vous avez racheté deux entreprises, donc DX Continuum en début d'année. En mai dernier, c'est une autre entreprise qui s'appelle Clu, ou Clou, je ne sais pas exactement comment on prononce, qui sont, elles, spécialisées dans ces technologies-là. Et donc, en fonction de ce que vous avez dit au départ et puis de ces rachats, on peut supposer que vous allez injecter de l'intelligence artificielle dans vos produits. Et alors vous parlez d'automatisation, qu'est-ce que ça va apporter finalement pour les clients qui utilisent vos solutions? Alors, vous l'avez cité, l'enjeu de tout ça, c'est d'amener cette intelligence à l'automatisation, c'est d'avoir l'automatisation intelligente pour qu'elle puisse s'adapter en permanence aux processus qui eux-mêmes sont en permanente évolution. Donc, DX Continuum, tout d'abord, on l'a racheté fin 2016, en décembre 2016. Et comme à chaque fois qu'on rachète une société, chez ServiceNow, plutôt que de la garder puis de démultiplier le portfolio, on décompile la solution et on la recompile, on la recrée à l'intérieur de la plateforme. C'est ce qu'on a toujours fait. Et c'est en l'occurrence ce qu'on a fait pour DX Continuum. Simplement, ça prend du temps, ça prend en général 18 mois à peu près pour voir arriver le premier fruit de ce rachat. Or là, Jakarta qui sort là maintenant, déjà apporte les premiers fruits du rachat DX Continuum qui était en décembre 2017. DX Continuum, donc c'est du machine learning, ça nous amène essentiellement trois choses dès maintenant dans la version de Jakarta. Premièrement, c'est la détection d'anomalies. Donc dès lors que vous êtes capable de capter des centaines de milliers d'événements qui se passent dans votre infrastructure, ça peut être intéressant par un modèle prédictif d'être capable de sortir une anomalie, de sortir un comportement qui est complètement anormal par rapport au modèle prédictif que vous avez. Notamment pour lever les bonnes alertes, gérer tous les processus automatisés derrière. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir des modèles prédictifs qui permettent d'automatiser des traitements, par exemple d'automatiser un routage de cas, d'automatiser l'affectation à une bonne équipe d'un ticket. Donc là, c'est automatiser le renseignement d'informations dans un modèle de données propre à telle ou telle application. Et le troisième cas, là pour le coup très classique, ça concerne l'analyse prédictive à l'intérieur de la plateforme. On a une solution depuis assez longtemps qui s'appelle Predictive Analytics et qui justement va permettre de dire, une fois que j'ai fait une tendance sur un KPI, une fois que je sais mesurer ce KPI jusqu'à aujourd'hui, pourquoi pas prolonger cette tendance
à demain, après-demain, au mois prochain, en utilisant justement le machine learning. Donc là, c'est l'amélioration de quelque chose qui existait déjà, amener le prédictif sur son analyse de tendance. D'accord, donc vous avez dit 18 mois pour intégrer complètement une solution dans votre propre produit. Donc là, ça fait 6 mois. Vous avez déjà injecté, quand on sera au bout de ce cycle-là, qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme amélioration vraiment majeure, ou est-ce que c'est un peu tôt pour en parler? Non, il y a déjà des choses qui sont en train de se formaliser. Par exemple, et c'est pour ça qu'on a l'intention de racheter la société Clou. La société Clou va nous amener, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un chatbot ou un agent intelligent. Maintenant, lorsqu'on a cet agent intelligent, il faut pouvoir lui parler avec son langage propre, son langage métier. Et c'est là où on a aussi investi dans une société qui s'appelle Build on Me, qui permet d'amener une couche sémantique par-dessus l'agent intelligent. Donc l'étape d'après de ce qui s'appelle chez nous l'Intelligent Automation Engine, c'est l'agent intelligent et puis la couche sémantique pour parler RH à cet agent intelligent, pour lui dire je suis fatigué, et qu'il sache dire bah, vous devez prendre des vacances, si vous reste tant de jours de congé, tant de jours d'RTT, voilà ce qu'on vous propose, appuyez ici si vous êtes d'accord, donnez-nous oralement la date de vos congés, etc. Et s'il ne reste plus de jours de vacances, qu'est-ce qui se passe? Et bah là, ça touche un autre sujet, c'est l'automatisation, toujours comment faire en sorte de soulager son travail au quotidien. Bien, mais écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. On aura peut-être l'occasion de se revoir pour la prochaine version qui commence avec un K. J'étais en train de me dire qu'est-ce que ça pourrait être, peut-être Kuala Lumpur, on ne sait pas. En tout cas, Mathieu de Montvalon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, merci à Mathieu de Montvalon, merci à vous Guy, merci à vous chers internautes. Et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Edo. En attendant, excellente semaine à toutes et à tous. Merci.